Petra est cette magnifique structure sculptée d'environ 42 mètres de haut. Elle a été taillée à même la roche et c'est tout. Petra s'élève du désert jordanien comme un miracle de pierre. Mais que se passerait-il si tout ce que nous savons à son sujet était faux? Longtemps considérée comme un chef-d'œuvre de l'ingénierie antique, cette opulente cité nabotique arborait jadis des fontaines en cascade, des bassins cachés et des monuments sculptés plus hauts qu'un immeuble de 10 étages, sans échafaudage, sans plan, sans jamais prendre de recul pour admirer l'œuvre. Petra n'est pas le début de l'histoire. Elle pourrait bien en être la fin. Lorsqu'un drone équipé d'un radar à pénétration 100 fois plus profonde a scanné la plus ancienne structure de Petra, les scientifiques sont restés stupéfaits. Sous une symétrie parfaite, une géométrie antisismique et une acoustique rivalisante avec les salles de concert modernes. Le radar a révélé des vides anormaux, des couches enfouies et des motifs d'une précision insoupçonnée, impossibles à trouver dans la roche. Aucune inscription, aucun outil, aucun débris, une conception impossible. Cachée plus profondément que quiconque ne l'avait jamais vue. Avant de vous dévoiler la suite des découvertes, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette vidéo. De telles découvertes ne restent jamais longtemps secrètes. Une précision incroyable. Lorsque les ingénieurs ont scanné pour la première fois le trésor de Petra grâce à la photogrammétrie haute résolution en 2023, ils s'attendaient à confirmer ce que les manuels répétaient depuis des décennies. Les Nabatéens avaient sculpté un magnifique monument à l'aide de techniques de soustraction élémentaire. Au lieu de cela, les scans ont renvoyé des mesures qui ont amené plusieurs chercheurs à supposer que le logiciel dysfonctionnait. La façade, qui s'étend sur 25 mètres de large et culmine à 39 mètres de hauteur, présente une symétrie à 20 mm près. Un degré de précision généralement atteint grâce à la modélisation laser ou aux fraiseuses industrielles pour la pierre. Or, cette façade a été sculptée il y a 2 ans par des artisans travaillant à flanc de falaise, taillant le grès vers le bas avec des outils que l'on pense être en bronze. La docteure Judith Mackenzie d'Oxford a écrit que la seule explication possible à une telle harmonie est que les bâtisseurs maîtrisaient des relations mathématiques telles que le rapport 3, 2 et le nombre d'or avant même de commencer à sculpter, ce qui signifie qu'ils avaient un plan détaillé pour chaque pierre extraite. Mais voici le paradoxe qui interpelle tous les archéologues ayant visité le site lorsqu'on creuse de haut en bas. Il est impossible de prendre du recul pour vérifier son travail. Aucun point de vue à l'intérieur de l'étroite canyon ne permet d'embrasser du regard l'ensemble de la façade. Les architectes modernes utilisent des drones, l'imagerie tridimensionnelle et la modélisation numérique pour garantir la précision des proportions des édifices de grande hauteur. Les Nabatéens auraient accompli le même exploit sans même pouvoir observer la structure dans son intégralité. L'une des découvertes les plus surprenantes a eu lieu lors du catalogage des marques d'outils par des archéologues jordaniens. Chaque coup de ciseau semble presque identique en profondeur et en angle, comme s'il avait été exécuté par un mécanisme de précision plutôt que par des mains humaines. Les experts en taille de pierre soulignent que la fatigue à elle seule devrait engendrer des variations. Après 1 heure de sculpture en hauteur, la main d'un sculpteur moderne modifie naturellement l'angle, la pression et le rythme de son geste. Pourtant, Petra ne présente aucune trace de cette instabilité humaine. Certains théoriciens avancent que les Nabatéens auraient pu utiliser des méthodes de projection géométrique primitives similaires à celles décrites plus tard dans les manuels d'ingénierie romains, mais rien ne prouve que cette technique ait existé dans cette région. D'autres suggèrent qu'ils auraient pu utiliser un type inconnu de gabarit de stabilisation de la pierre ou de moule négatif en bois. Mais aucun vestige n'a été retrouvé. Ce qui est certain, c'est que 800 mètres cubes de grès ont été enlevés avec une régularité qui, selon les maîtres tailleurs de pierre italiens, ayant examiné la façade de visu, serait impossible sans machine moderne. Et c'est cette affirmation qui alimente le mystère plus profond de Petra. Sachant que la précision de Petra est impossible, il nous faut explorer le mystère acoustique qui défie toute explication, l'anomalie acoustique que personne ne peut expliquer.
Il existe à Petra un phénomène dont les archéologues parlent rarement et que les touristes découvrent généralement par hasard. Cela se produit lorsqu'on pénètre dans la chambre située derrière le trésor, ou lorsqu'on se tient à des endroits stratégiques à l'intérieur des tombeaux et des monuments sculptés. La voix ne résonne pas, le son ne rebondit pas. Elle persiste suspendue, amplifiée, presque vibrante, avant de disparaître avec une clarté surnaturelle. Des ingénieurs acousticiens ayant étudié l'Alcaz et le prétendu monastère en 2019 ont découvert que les chambres intérieures présentent des profils de résonance similaires à ceux d'auditoriums construits à cet effet, à ceci près que ces chambres n'ont pas été construites. Elles ont été creusées dans la roche. Les implications de cette découverte sont considérables, car une telle acoustique n'est jamais le fruit du hasard. Cela exige une maîtrise précise du volume de la chambre, de l'angle des parois, de la texture de surface et de la densité du matériau. Et ces paramètres doivent être calculés avant toute sculpture. Dans les amphithéâtres romains, les ingénieurs utilisent des gradins inclinés, des parois paraboliques et une approche empirique pour optimiser l'acoustique. Mais à Petra, les bâtisseurs ont obtenu le même effet sonore en enlevant de la matière et non en ajoutant. Aucune inscription n'explique comment ni pourquoi. Cependant, des chercheurs de l'université d'Amon et du MIT qui ont analysé les réponses en fréquences sonores en 2021 sont parvenus à une conclusion troublante. Les bâtisseurs de Petra ont intentionnellement accordé la pierre grâce à une technologie aujourd'hui perdue. Ils semblent avoir manipulé les harmoniques acoustiques pour guider la propagation du son à l'intérieur de la pierre. Probablement pour amplifier les chants cérémoniels, les discours publics ou les expériences rituelles. L'exemple le plus connu se trouve dans le tombeau N. Si vous chuchotez près du mur du fond, votre voix est entendue amplifiée et clairement à travers tout le portique avant. Une caractéristique invisible de l'extérieur. Mais comment ont-ils pu prédire ces effets sans voir le trou? Certains théoriciens suggèrent qu'ils auraient pu utiliser des plaques vibrantes ou des tests de résonance rudimentaires, comme la technique de Chladni ou du sable dispersé sur des surfaces vibrantes, révèlent des motifs de fréquence. Mais rien ne prouve que ces méthodes existaient dans la région à cette époque. Et même si elles existaient, cela n'expliquerait pas comment le plan a pu être transposé en une sculpture rupestre soustractive sans erreur. Maintenant que nous avons constaté les anomalies acoustiques, il nous faut examiner les systèmes hydrauliques que Petra n'aurait pas dû posséder. Plus précisément, les systèmes d'ingénierie hydraulique sophistiqués dont Petra n'aurait pas dû disposer. Bien avant d'atteindre la splendeur du trésor de Petra, on aperçoit un détail que peu remarquent: de petits canaux de pierre creusés à flanc de falaise parallèles aux parois abruptes du canyon. À première vue, ils ressemblent à des rainures naturelles, mais il n'en est rien. Ils font partie de l'un des systèmes de gestion de l'eau les plus sophistiqués du monde antique. Conçu à la perfection et pourtant largement méconnu. Petra reçoit moins de 10 cm de pluie par an et se situe dans un environnement si aride qu'il ne devrait pas abriter une population florissante et encore moins une métropole regorgeant de jardins, de fontaines de bassins et de cérémonies d'ablution. Pourtant, à son apogée, Petra non seulement nourrissait des dizaines de milliers d'habitants, mais exportait également de l'eau vers les localités environnantes. Comme en 2015, des hydrologues du King's College de Londres ont publié un rapport révolutionnaire après avoir cartographié les systèmes d'approvisionnement en eau souterrains et affleurants de Petra, à l'aide d'un radar à pénétration de sol et de relevés satellitaires infrarouges. Leur découverte les ont stupéfiés: un vaste réseau de canalisations cachées, de conduites en céramique, de chambres de régulation de pression et de régulateurs hydrauliques, conçus avec une telle précision qu'ils pouvaient maintenir des débits constants sur des kilomètres de terrain accidenté. Plus remarquable encore, les canaux étaient recouverts d'un enduit imperméable et munis de pièges à soie pour éviter les obstructions, une technologie qui n'était pas attendue dans cette région avant au moins 1100. Un aqueduc principal, creusé dans des falaises de grès verticales, présentait une pente de seulement 30 mètres sur une longueur de 7 km, assurant ainsi la circulation de l'eau sans stagnation ni débordement.
Un tel contrôle de la pente exige des outils topographiques modernes. Les Nabatéens n'en possédaient aucun, du moins le pensions-nous. Mais le mystère s'épaissit. Certains segments du système d'aqueduc de Petra traversent la roche-mère selon des angles et des racines qui suggèrent une connaissance préalable de la géologie du sous-sol. Pas de faux tunnels, pas de sondage. Chaque coupe est cohérente. C'est comme si les concepteurs connaissaient déjà l'emplacement des failles, des couches tendres et des filons aquifères sans avoir recours à des outils sismiques. Certains avancent aujourd'hui l'hypothèse qu'ils avaient hérité ou préservé des techniques géo-intuitives, peut-être des traditions orales ou des instruments oubliés permettant d'écouter ou de lire la pierre. Étrangement, comme pour le trésor, les Nabatéens n'ont laissé aucun document expliquant la conception de l'ensemble du système. Comprendre ce génie hydraulique nous amène à une autre énigme. Comment Petra a-t-elle survécu à des séismes qui auraient dû la détruire? Pourquoi Petra a-t-elle survécu à des séismes qui auraient dû la détruire? Petra se situe dans l'une des régions les plus sismiques du Moyen-Orient. La faille transformante de la mer Morte passe à moins de 60 km, et les archives historiques confirment qu'au moins 5 séismes majeurs ont frappé la région entre le 1er et le 8e siècle. En théorie, les monuments de Petra devraient être réduits en ruines. Les façades verticales taillées dans un grès fragile sont particulièrement vulnérables aux cisaillements sismiques. Pourtant, le trésor, le monastère et des dizaines de tombeaux imposants sont restés debout tandis que les ajouts romains postérieurs se sont effondrés. En 2014, une étude sismique conjointe menée par le département des Antiquités de Jordanie et des chercheurs de l'ETH Zurich a examiné la propagation des fractures à travers les monuments de Petra. Leurs conclusions furent inattendues. Les fissures de tension s'arrêtent brusquement au niveau de transition sculptée spécifique. Au lieu de se prolonger à travers la structure comme le prédit la physique, ces ruptures de contrainte agissent comme des amortisseurs dissipant l'énergie sismique au lieu de l'amplifier. Les bâtiments parasismiques modernes utilisent des joints de dilatation des couches flexibles et des points faibles conçus pour prévenir les effondrements catastrophiques. Petra semble présenter ces caractéristiques, mais taillées directement dans la roche. Certaines colonnes ne sont pas entièrement fixées à la paroi rocheuse. Certains angles sont décalés de quelques millimètres par rapport au mur du fond. Il ne s'agit pas d'erreurs, mais de séparations intentionnelles permettant des micro-mouvements lors des secousses sismiques. Plus intrigante encore, les cannelures verticales des colonnes et les reliefs en creux augmentent la surface, réduisant subtilement la résonance pendant les secousses. Les sismologues décrivent ce phénomène comme un amortissement passif des vibrations, un concept formellement étudié seulement au XXe siècle. Le détail le plus étonnant se cache sous terre. Les relevés par radar à pénétration de sol révèlent que plusieurs façades importantes sont adossées à des chambres de relief, des espaces vides creusés derrière la surface visible. L'excavation est par nature destructive. C'est une façon d'observer ce qui se trouve en dessous, un peu comme on passerait une radiographie avant une opération. Ces vides réduisent donc la masse et diminuent la charge sismique des structures, à l'instar des noyaux creux utilisés dans les gratte-ciel modernes. Ces chambres n'ont aucune vocation décorative. Elles ne servent pas à la sépulture. Leur seul avantage évident réside dans leur résistance structurelle. Pourtant, aucun texte ancien ne décrit une telle technique. Les théories divergent. Certains chercheurs pensent que les bâtisseurs de Petra ont appris au fil des générations par tâtonnement et essais sismiques, perfectionnant progressivement les techniques qui fonctionnaient. D'autres suggèrent que ce savoir leur a été transmis par une civilisation antérieure déjà adaptée à cette zone de faille. Ce qui complique encore la situation, c'est que les constructions nabotiques et romaines postérieures à Petra n'utilisent pas ces mêmes caractéristiques et ont cédé colonnes renversées, murs fissurés, toitures effondrées. Cette logique sismique avancée semble appliquée de manière sélective, concentrée sur les monuments les plus précis. Une fois de plus, le schéma se répète, ça c'est baheux. Les structures les plus anciennes et les plus sophistiquées résistent aux forces qui détruisent les plus récentes.
La technologie régresse au lieu de progresser. La pierre disparue. Où sont passés 500 mètres cubes de roche? Face à un tel génie de l'ingénierie, une question s'impose. Où sont passés ces 500 mètres cubes de roche? La plupart des visiteurs de Petra ne se la posent jamais. Mais une fois posée, elle devient impossible à ignorer. Où est passée toute cette pierre? Le seul trésor a nécessité l'extraction d'environ 500 mètres cubes de grès massif. Pour vous donner une idée, c'est assez de roche pour remplir 3 piscines olympiques. Pourtant d'aujourd'hui, aucun terril, aucun éboulis, aucune décharge de carrière à proximité ne correspond à la pierre extraite du trésor. Dans les anciennes carrières du monde entier, de l'Égypte à la Grèce, d'immenses tas de pierres rejetées gisent encore là où les ouvriers les ont laissés témoins silencieux d'un labeur séculaire. Petra cependant est différente. Son paysage est d'une propreté presque déconcertante. En 2020, une équipe dirigée par le géologue Lorenzo Zambelli de l'Université de Bologne a tenté de retrouver la pierre disparue. Grâce à l'analyse des sédiments et à la cartographie, lidar aérienne, ils ont découvert plusieurs monticules à l'est de la ville, mais aucun ne contenait de grès correspondant au grain et à la couleur caractéristique du trésor. Ceci soulève une question troublante. La pierre a-t-elle été délibérément prélevée et transportée loin de Petra? Et si oui, pourquoi? Une hypothèse est que la roche ait été réutilisée ailleurs dans la cité, mais les calculs ne sont pas cohérents. Les Nabatéennes construisaient souvent avec des blocs d'achar soigneusement taillés ou sculptaient directement les structures dans les falaises. Petra n'était pas une ville de bâtiments en pierre indépendant comme Rome. Une autre théorie avancée en 2017 par l'archéologue français Alan Chamou suggère que les débris auraient été concassés pour créer un ciment hydraulique, peut-être pour sceller des joints, mais aucune trace de ce matériau n'a été retrouvée à grande échelle sur le site. L'énigme se complexifie lorsqu'on examine les structures plus récentes de Petra. Ces monuments présentent clairement des amas de gravats et des pierres taillées abandonnées. Or, les monuments les plus anciens et les plus raffinés comme le trésor, le monastère et certains tombeaux royaux sont mystérieusement exempts de débris. C'est ce qui déconcerte les experts, explique Zambelli. Les travaux ont été réalisés, la roche a été extraite, mais les déchets, eux, ont tout simplement disparu. Certains pensent que cela témoigne d'un niveau de planification et de gestion de projet bien supérieur à ce que l'on pourrait attendre pour l'époque. Peu de façades à Petra, comme celles du monastère et du trésor, sont aussi grandioses, mais elles représentent plus de 500 autres façades sur le site. Ce style est véritablement devenu la norme pour les façades de tombeaux, notent les chercheurs. D'autres soupçonnent que le déplacement et la sculpture de la pierre se sont déroulés par étapes soigneusement planifiées, peut-être sur plusieurs générations et même sous la direction de plusieurs civilisations. La pierre manquante soulève un autre mystère: pourquoi les inscriptions de Petra ne correspondent-elles pas à ces monuments? Dans la plupart des civilisations antiques, plus un édifice est imposant, plus son histoire est riche. Les temples égyptiens sont couverts de hiéroglyphes. Les forums romains regorgent de plaques de date et de dédicaces. Mais à Petra, qui abrite certaines des plus grandes façades rupestres au monde, règne un silence inquiétant. Les Nabatéens étaient des archivistes méticuleux. Ils gravaient des accords commerciaux, des dédicaces religieuses et même des notes quotidiennes sur les murs des tombeaux, les autels et les vases à boire. À ce jour, plus de 40 inscriptions nabatéennes ont été recensées à Petra. Et pourtant, voici le mystère, aucune ne mentionne le trésor. Pas un mot sur sa construction, son commanditaire ou sa fonction. Le silence est total. La docteure Laia N., épigraphiste au CNRS, a consacré plus de 10 ans à cataloguer les inscriptions de Petra. Ces découvertes sont surprenantes. Les inscriptions les plus élaborées, celles portant des titres royaux ou des dédicaces de temples, se trouvaient souvent non pas sur les monuments les plus imposants de Petra, mais sur des tombeaux plus petits et plus simples. Les structures les plus grandes et les plus emblématiques
Le trésor, le monastère, le tombeau romain sont presque totalement muettes. Aucun texte dédicatoire, aucun symbole sculpté marquant les dieux, les rois, ni même les défunts. Pour des édifices probablement construits sur plusieurs décennies, cette absence est plus qu'inhabituelle, elle est sans précédent. Deux théories principales tentent d'expliquer ce silence. La première suggère que les Nabatéens ont délibérément laissé ces monuments vierges, peut-être par respect pour des tabous religieux, ou parce que ces structures avaient une fonction cérémonielle plutôt que de représenter une propriété individuelle. La seconde théorie est beaucoup plus controversée. Il est possible que ces grands monuments soient antérieurs à la civilisation nabatéenne, ce qui expliquerait l'absence d'inscription de leur part. Certains éléments semblent le confirmer. L'écriture nabatéenne est omniprésente sur les monuments plus modestes et postérieurs de la ville. Ces derniers témoignent d'une moindre maîtrise technique et présentent souvent des inscriptions grossières gravées à la hâte, suggérant une période de déclin plutôt que d'innovation. Les épigraphistes ont également relevé que le style architectural du trésor inclut des motifs rarement observés ailleurs dans la culture nabatéenne, tels que des ornements hellénistiques et d'énigmatiques éléments de design assyrien. Ces caractéristiques ne sont pas celles d'une société marchande nomade en pleine émergence. Elles témoignent plutôt d'un savoir-faire architectural qui aurait pu être hérité ou transmis par des cultures antérieures. Un dernier détail ajoute au mystère. En 2019, sous lumière ultraviolette, des archéologues ont découvert de faibles marques d'outils sous la surface polie du trésor, des gravures réalisées avant le lissage final. Certaines de ces marques ne sont pas du tout nabatéennes. Elles ressemblent plutôt à des caractères proto-cétiques, un système d'écriture antérieur aux Nabotans de plus de 1000 ans. Ce silence devient encore plus étrange lorsqu'on examine les anomalies magnétiques qui ne devraient pas exister. En 2022, une équipe de géophysiciens de l'Université de Jordanie, travaillant avec des chercheurs suisses, a réalisé une étude magnétique des monuments centraux de Pétra. Leur mission était de routine cartographier les variations souterraines susceptibles de révéler des chambres cachées ou d'anciens passages empruntés par les ouvriers. Mais leurs découvertes furent tout sauf ordinaires. Plusieurs sites clés, notamment le trésor, le monastère et les tombeaux royaux, présentaient d'inhabituelles anomalies magnétiques. Les boussoles dérivaient visiblement jusqu'à 6 degrés près de certaines niches creusées, avant de revenir à la normale à quelques mètres de distance. On pensa d'abord que cela était dû à la présence d'oxyde de fer naturel dans le grès, mais les carottes de forage prélevées à ces endroits ne révélèrent aucune concentration significative de minéraux magnétiques. Chimiquement, le grès était identique aux zones environnantes, ne présentant aucune interférence. La situation devint encore plus étrange. Les anomalies étaient les plus marquées à proximité d'éléments architecturaux spécifiques, colonnes portiques et niches sculptées, et non dans des sections aléatoires des falaises. Ceci excluait une variation magnétique naturelle et suggérait une intervention humaine. Alors, comment expliquer cela? Une hypothèse est que les Nabatéens, ou ceux qui ont construit les premiers monuments de Pétra, avaient peut-être connaissance du magnétisme ou réagissaient d'une manière ou d'une autre à des flux géomagnétiques naturels. Cela paraît extraordinaire, mais il existe des précédents historiques. Certains temples antiques en Inde et en Égypte sont alignés sur le nord magnétique plutôt que sur le nord géographique, et certains contiennent même des fragments de pierres chargées qui créent des champs magnétiques localisés. Pétra pourrait-elle receler un secret similaire? Une théorie plus radicale est proposée par la géophysicienne Mina Abdulrazi. Elle suggère que ces anomalies pourraient ne pas être intentionnelles mais plutôt des effets résiduels. La roche aurait pu être exposée à une chaleur intense ou à de l'énergie électromagnétique dans un passé lointain, laissant une signature magnétique altérée. Cela soulève des questions que peu d'archéologues osent explorer. Quel processus pourrait modifier de façon permanente le champ magnétique de la pierre? Et pourquoi ces distorsions se situent-elles toujours à proximité des structures les plus précises et les plus mystérieuses de Pétra? Pour ajouter à l'énigme des magnétomètres embarqués sur des drones, on détectait des anomalies similaires dans des zones inexplorées. Sous ce qui pourrait être des chambres souterraines non cartographiées,
ou des bâtiments effondrés. La cause de ces distorsions ne se limite pas aux monuments visibles. Elles pourraient être enfouies sous terre attendant d'être découvertes. Les outils qui n'ont jamais existé. Ces distorsions magnétiques révèlent une dernière pièce du puzzle, ce qu'ils n'ont jamais laissé derrière eux. Pour une civilisation capable de tailler des villes entières dans la roche, l'un des plus grands mystères de Petra n'est pas ce qui a été construit, mais ce qui n'a jamais été retrouvé. En plus d'un siècle de fouilles archéologiques impliquant plus de 85 missions internationales, les chercheurs ont mis au jour des temples, des tombeaux, des systèmes hydrauliques et même des chambres inachevées. Mais les outils, presque rien. Aucun stock confirmé de ciseaux, aucun fragment d'échafaudage, aucun marteau usé, aucun débris de construction témoignant de l'utilisation active des outils nabatéens. Les rares outils découverts à proximité des chantiers sont soit cérémoniels, soit trop rudimentaires pour avoir permis d'obtenir les lignes d'une pureté incroyable, les angles vifs et la précision millimétrique des détails des structures les plus célèbres de Petra. La plupart sont en bronze ou en fer et ne présentent tout simplement pas la précision des marques visibles sur le trésor ou le monastère. En 2020, une étude détaillée des matériaux menée par l'Institut archéologique allemand a confirmé que l'absence de débris d'outils sur les principaux monuments de Petra est inexplicable. Un site de cette envergure devrait receler des centaines, voire des milliers d'outils brisés ou mis au rebut enfouis à la base de ces façades sculptées. Or, on n'en trouve aucun. Comparons cela à l'Égypte, où les carrières abandonnées près d'Assouan regorgent de percuteurs et de ciseaux de cuivre, ou à la Grèce, où les blocs de pierre conservent les marques de chaque étape de leur construction, souvent avec les outils laissés à proximité. À Petra, c'était comme si les outils n'avaient jamais été laissés sur place ou qu'ils avaient été retirés avec une précision chirurgicale. Cette observation a donné naissance à une hypothèse controversée, mais de plus en plus débattue, peut-être les sculpteurs de Petra. Utilisaient-ils un type d'outil disparu fabriqué à partir de matériaux périssables ou des outils délibérément détruits ou emportés pour des raisons qui nous échappent? Certains théoriciens radicaux vont encore plus loin, suggérant que ce que nous percevons comme des marques d'outils pourrait ne pas provenir d'outils, mais être le résultat d'un processus que nous ne reconnaissons plus, une méthode de taille de la pierre ne laissant aucune trace d'instrument. C'est ce qu'a révélé le radar à pénétration 100 fois plus profonde. Et voici maintenant ce que le radar à pénétration 100 fois plus profonde du drone a découvert sous le trésor de Petra. Le scan a révélé des cavités anormales sculptées avec une précision géométrique des couches enfouies, formant des chambres interconnectées sous le monument, et des motifs dans la roche-mère qui suggèrent une conception intentionnelle plutôt qu'une formation naturelle. Ces structures cachées et s'alignent parfaitement avec les caractéristiques de surface. Les chambres acoustiques, les séparations parasismiques et les anomalies magnétiques. Quelle que soit la technologie à l'origine de l'incroyable précision de Petra, elle ne s'est pas arrêtée à la surface. Elle a pénétré profondément dans la roche, créant une architecture tridimensionnelle qui relie tous les éléments évoqués en un système unifié et inexpliqué. Petra a toujours été un mystère figé dans la pierre, mais le balayage radar du drone a révélé quelque chose de bien plus étrange que quiconque ne l'imaginait. Ce que nous pensions être l'œuvre d'une civilisation de marchands nomades semble désormais être tout autre chose. Peut-être le vestige d'une civilisation disparue, peut-être un savoir ancestral d'une époque antérieure à l'histoire écrite, ou peut-être quelque chose que nous ne sommes pas encore capables de comprendre. L'impossible précision, l'ingénierie acoustique, la résistance au séisme, la pierre qui disparaît, les inscriptions silencieuses, les anomalies magnétiques, les outils disparus. Chaque mystère que nous avons exploré n'était pas une énigme isolée. C'était autant d'indices pointant vers ce qui se cache en dessous. Le trésor de Petra n'est peut-être pas un trésor du tout. Il pourrait s'agir d'une porte d'entrée, d'un repère, d'une clé vers un monde souterrain scellé depuis des millénaires. Et maintenant, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous savons qu'il est là.
La question n'est plus de savoir comment Petra a été construite, mais dans quel but. Et plus important encore peut-être, qu'est-ce qui reste encore à découvrir sous terre. Si cette découverte vous a autant stupéfié que l'équipe de recherche, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Car lorsqu'ils ouvriront enfin cette chambre scellée à 35 mètres sous le trésor, vous voudrez être parmi les premiers à savoir ce qu'ils y trouveront. Le passé n'est pas seulement enfoui à Petra. Il est caché à la vue de tous, gravé dans la pierre, attendant qu'on ose regarder au plus profond de soi pour le révéler.